Take me round the world and back again, as I'm searching for my soul out there. Oh, there's something that I'm wondering, where I'm going when my story ends. It doesn't even matter anyway, no. We're focused and I'm coping with the pain, yeah. We're only getting older by the day, yeah. We're only getting older. It doesn't even matter anyway, no. We're focused and I'm coping with the pain, yeah. We're only getting older by the day, yeah. We're only getting older. Keeps me up all night, keeps me, got these thoughts that keep me up all night. Keeps me up all night, keeps me, got these thoughts that keep me up all night. Keeps me. Bonjour mesdames et messieurs, bonsoir, dépendant d'où vous habitez. Nous revoilà pour une 16e édition de Newsology. Encore une fois, j'ai un panel de fous, comme on dirait, et comme on dirait les plus jeunes, de ouf. Donc aujourd'hui, nous avons un mélange de sagesse, expérience, mais toujours progressiste, et un mélange de auteur, j'ai dit auteur, excusez-moi, le français n'est pas notre langue nationale, j'ai pour commencer, auteur, contemporain, moderne, mais qui parle du passé, donc un contraste. Donc aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut paraître assez controversial, que j'appelle l'été sahélien, en parabole avec les printemps arabes. Donc, quelle est la prochaine étape des étés de l'été sahélien? Donc, tout ce qui se passe au Sahel, dans la région du Niger, du Mali, du Burkina Faso, jusque des côtes africaines de l'Ouest. Et ça sera une plongée dans l'influence passive et active de l'émancipation de la souveraineté économique des pays du Sahel à travers toute l'Afrique. Donc, pour débattre et pour pouvoir donner des solutions pratiques à ce sujet, nous avons des illustres guests. On va commencer avec Monsieur André Kanza. Oui, Bonjour, Monsieur André. bonjour à tous, bonjour Harris. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver ainsi que nos auditeurs. Bonjour à vous. D'accord, merci Monsieur André. Et l'auteur contemporain dont je vous ai parlé, que je ne sais pas, je ne crois pas qu'il fait 40 ans, mais il passe sa vie dans l'histoire. Donc, vous allez le découvrir de vous-même. Monsieur Eric Mizélé, comment vous allez? Bien, comment tu vas? Bonjour à tous, je vais très bien. C'est un plaisir d'être ici, d'échanger, d'avoir une discussion fructueuse sur l'avenir du continent et du monde en général. Absolument. Allons-y, direct. Pour commencer, Monsieur André Kanza, qu'est-ce que vous pensez de la situation de ce qui se passe au Sahel en ce moment? Ben écoutez, ce qui se passe en ce moment au Sahel, c'est juste l'émanation de ce monde nouveau qui est en train de pointer à l'horizon et que nous autres, nous les Africains, nous ne voulons pas être mis de côté, nous voulons participer à ce nouveau monde qui se profile, notamment par le biais de notre émancipation, en revendiquant haut et fort qu'il est temps de mettre un terme à cette oppression, pour ne pas employer d'autres mots, coloniale qui nous a aujourd'hui menés à des défaillances culturelles, économiques que notre continent connaît. D'accord. Et Eric, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu veux commenter dessus? Oui, tout à fait. Je pense que c'est la réalisation de ce que les élites ont toujours promu, c'est-à-dire on a parlé de village planétaire, mais certaines élites ont vu cet aspect de village planétaire centré sur les anciens modèles, au lieu de voir comment le monde entier allait muter. Je pense qu'on dit que la France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser. Je pense que la France et certains intellectuels n'ont pas tout simplement vu le monde se mondialiser. Et voilà les conséquences. Les gens n'ont pas su anticiper sur l'avenir. On s'est basé sur d'anciens modèles, pensant que les Africains seraient toujours ces personnes qui seraient renfermées dans les idées du passé. Je prendrai par exemple, je vais m'arrêter là, le fameux discours de Nicolas Sarkozy, lorsqu'il fait sa lecture sur l'Afrique
et dit que l'idée de l'Afrique est une idée où ils sont figés sur un temps. Il n'y a pas d'idée d'avenir, une idée de progression. Le discours de Nicolas Sarkozy est symptomatique de la politique de la France en Afrique. Quand on analyse ce discours-là, on comprend comment la France a raté le coche et comment elle n'a pas vu venir ce fameux été sahélien. C'est ce que je peux en dire pour l'instant. Je suis d'accord avec toi. Si je peux me permettre, Allez-y. pour aller dans le sens de ce discours où sans vergogne, il se lève en disant que l'homme noir n'est pas rentré dans l'histoire. C'est aussi méconnaître en lui-même l'histoire de l'humanité, d'autant plus qu'aussi notre histoire continentale et l'apport de ce cadre aujourd'hui occidental, la participation et l'apport de l'homme noir. Et c'était juste faire cet aparté-là dont Nicolas Sarkozy. On constate aussi que cette génération d'hommes politiques d'aujourd'hui, les hommes politiques contemporains, sont aussi incultes malgré leur posture paternaliste, mais ils ont quand même oublié quelques vertus et quelques connaissances quand même de l'histoire. Peut-être que c'est ignoré à dessein aussi. Pas forcément. Pour maintenir les masses dans l'ignorance. Pas forcément. Je pense qu'à un moment donné, il faut concevoir la réalité. La réalité est qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce monde, dans ce moment de connaissance, c'est plutôt dans la consommation. Et que ce monde va tellement vite que la connaissance importe peu. Et c'est l'oppression et la consommation. Voilà, ça montre très bien, ça trace le tableau de nos dirigeants de ce jour. D'accord. Allons-y, la manière la plus pratique possible maintenant. Monsieur Eric ou bien Eric, quelles sont les prochaines étapes? Quand je dis les prochaines étapes, c'est quoi? Mettons l'Africain, l'homme ou la femme, ou bien le cisgender, le monde a changé, africain, juste au milieu de la politique, parce que c'est l'homme qui fait la politique. Quel est le rôle à différentes échelles? Quel est le rôle de l'homme africain, que ce soit au Burkina Faso, au Niger, partout? Quel est le rôle de l'homme africain à travers les prochaines étapes? Là, maintenant, il y a l'émancipation. Je mets le contexte, si vous permettez, je vais faire ça un tout petit peu lent. Avec l'émancipation du Niger, quand je dis émancipation, c'est le coup d'État qui s'est passé au Niger, donc, je vais aller avec des chiffres, la France est à presque 70% électrifiée par les centrales nucléaires, dont la France exporte plus de 39 à 40% de son uranium venant du Niger. La France est électrifiée à 100%. Le Niger est électrifié à 20%. Même disons 18%. Et le Niger n'a aucune centrale nucléaire. Par contre, le groupe Areva génère, crée, tourne l'uranium en énergie nucléaire et produit l'électricité pour la France. Maintenant que le Niger a récupéré ses ressources, qu'est-ce qu'il fait sans savoir-faire? Qu'est-ce qu'il fait en trouvant un nouveau partenaire, trouver un nouveau sponsor, s'il faut le dire? Qu'est-ce que l'homme du Niger fait? Je réponds à la question? Oui, vas-y. Oh oui, tout à fait. Je pense que le sommet Afrique-Russie qui a eu lieu il y a pas très longtemps est une piste de solution pour montrer aux pays africains qu'il y a de nouveaux partenariats qui peuvent se créer. Je pense qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé il n'y a pas très longtemps aussi en disant que la Chine apporte à l'Afrique du business, l'Inde apporte des projets agricoles, mais la France, elle, apporte une manière de se comporter sexuellement. Bon, bref, chacun peut y tirer ses conclusions. On se rend compte donc qu'il y a un espace, un nouveau couloir que les Africains peuvent exploiter en se trouvant de nouveaux partenariats. Le Niger, au jour d'aujourd'hui, n'a pas de centrale nucléaire et n'est pas du tout électrifié, ce qui est un scandale. On peut se trouver des excuses, la France, l'Afrique et tout ça. Le Niger est un pays désertique, mais on sait aussi que Dubaï, qui est un pays, une ville, c'est pas un pays, c'est une ville désertique, qui a su se moderniser en environ 50 ans. Maintenant, il faut préciser que les contextes géopolitiques ne sont pas les mêmes. On ne peut pas comparer Dubaï et Niamey ou le Niger aussi facilement. Il y a eu d'autres dynamiques entre la France et l'Afrique. Il y a eu d'autres dynamiques entre la France et les pays arabes. Les pays arabes ont une idéologie, ils ont une religion, ils ont une façon de penser. Tout cela contribue. Excuse-moi. Au-delà d'une idéologie, d'une façon de penser, ils ont une civilisation qu'ils ont maintenue. Voilà. Ça c'est important de le dire. Et je pense que le rôle, justement,
de ces 3 pays-là qui sont ce triumvirat, si je peux les appeler comme ça, qui ont su se déchaîner. Je pense que leur but, en fait, c'est de trouver des alliés, aussi bien à l'international qu'au niveau du continent, pour pouvoir trouver une issue de sortie. Mais pour me répéter encore, je dirais qu'il est important qu'elle se trouve de nouveaux partenariats, qu'on puisse peut-être allonger la fameuse liste des BRICS. C'est dans ce cadre-là que l'on pourrait trouver une solution. Parce que les BRICS veulent, par exemple, je pense, imprimer une nouvelle monnaie, si je ne m'abuse. Oui, je pense qu'elle sera digitale. Voilà. Ils veulent s'émanciper du dollar et trouver une autre forme internationale de faire du trade, de faire du business. Je pense que s'introduire dans ce groupe-là serait une nouvelle façon de pouvoir faire du business et de pouvoir industrialiser avec évidemment les impératifs écologiques qui vont de pair. Hein. N'oublions pas que les industries électriques basées sur l'uranium et tout ça sont des industries qui sont assez compliquées parfois au niveau de l'écologie. Voilà, au niveau de l'écologie, ça pose parfois certains problèmes. Est-ce que le Niger doit forcément aller sur ce terrain-là? C'est à explorer. Il ne faut pas lâcher le pied, mais il faudrait plutôt voir toutes les solutions technologiques qui pourraient être apportées à ce niveau-là, mettre à contribution aussi la RDC, qui avec son barrage Dinga aussi pourrait, dit-on, électrifier toute l'Afrique. Et l'uranium aussi de la RDC. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un partenariat Niger-Congo. Je crois que c'est pas un accident. On parle des langues nigéro-congolaises. Et pour la petite anecdote, je suis né au Niger. Je suis congolais, de père et de mère. Oh. Mais je suis né au Niger. Je suis né au Niger. Pourquoi tu précises de père et de mère? Bon, parce que les gens peut-être pourraient se poser la question, oh, bon, il est né au Niger, est-ce qu'il a la nationalité nigérienne, est-ce qu'il est congolais, tout et tout. Okay. Donc, c'est juste une précision, que mes 2 parents sont congolais, mais je suis né au Niger. Donc, j'ai quand même une affection aussi pour ce pays-là qui m'a vu naître. On va revenir, si tu permets. Monsieur Kanza, la même question. Quelle est la prochaine étape? Est-ce que le Niger, finalement, ou bien les Nigériens, si je dis Nigériens, les habitants du Niger auront finalement le droit de choisir le prix auquel ils vendent leur kilo d'uranium? Finalement, après 60 ans d'indépendance. Mon jeune frère a pris l'option économique. Moi, je veux ramener un peu dans l'option humaine et la prise de conscience. Je pense que cette vague qui est en train d'arriver sur notre continent est une opportunité pour nous tous de prendre au moins conscience que oui, effectivement, nous pouvons quitter cette notion confiscatoire imposée par les Occidentaux depuis l'ère coloniale. Et l'approche nouvelle de la jeune génération est de dire stop à cette emprise tant idéologique que culturelle et je dirais économique. Il est grand temps de mettre un stop à cela. Bien évidemment que le Niger se devra trouver des nouveaux partenaires. Le monde est monde, l'économie reste à la base de l'expansion d'une société. Il est important de revoir, en tout cas pour, je dirais, chaque population, pour ne pas dire continentale, vraiment cette prise de conscience que oui, il y a cette possibilité de pouvoir s'émanciper de l'emprise et non pas seulement voir que le côté économique. Si on voit que le côté économique, on risque aussi de perdre aussi la notion identitaire. L'économie est là, les besoins sont là, les Russes, les Chinois et Indiens sont là, BRICS est en place. Je pense que nous devrions nous-mêmes se poser cette question de qu'est-ce que nous voulons pour notre avenir. Et les partenaires seront toujours là. Mais il faut qu'il y ait un élan de prise de conscience. Il faut qu'il y ait un élan de prise de conscience, non seulement nigérien, mais il faut que ce soit il faut suivre cette vague de changement qui s'impose à nous et de ne pas louper cette opportunité et de se lever et de dire stop à cela. Moi, je prends plutôt cette option. Bien sûr, mon jeune frère, il a parlé des opportunités économiques qui se présentent, mais il y a aussi un travail à faire sur la prise de conscience, et on a vu d'autres pays, Burkina, Tchad et Mali, nos autres compatriotes africains ont pris cet axe-là en disant que oui, on peut le faire, et on doit se lever contre cet impérialisme qui sévit depuis l'ère le combat effectué par nos pères de l'indépendance. D'accord, merci André pour votre réponse. Je vais énoncer le prochain, toujours dans le sujet d'aujourd'hui, mais dites-moi, parce que qu'on le veuille ou non,
tout se situe autour de l'homme. D'accord? Et parlons un peu de l'homme ou bien des hommes. Je suis quelqu'un qui croit vraiment, étymologiquement, je pense que moi et toi, Eric, on partage la même passion, la valeur des mots, l'étymologie, les sources et les origines des mots. Et je pense que les mots sont puissants quand tu attaches une attitude, une énergie et une forme d'inspiration. Qu'est-ce que vous pensez, je conseille que vous, monsieur André, du discours du président burkinabé Ibrahim Traoré? Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune homme de 35 ans? Si je dis jeune homme, c'est parce que j'ai passé les 35 ans. Ce chef de l'État, cet homme, 30 ans après le décès de Thomas Sankara en octobre 84. D'accord? Qu'est-ce que vous pensez de ce renouveau en pensée? Qu'est-ce que vous pensez de cette confiance en soi? Qu'est-ce que vous pensez de son discours en gros? Mais écoutez, cela prouve justement l'héritage de Sankara. Il est de rappeler, moi j'ai eu l'occasion de faire un séjour au Burkina Faso. J'étais très étonné de constater que la jeune génération n'a pas perdu justement cette cause que Sankara prônait. Et qu'il soit dans cette posture qui est tout à fait louable et noble au vu de son jeune âge, c'est aussi une leçon donnée et un élan créé pour l'émancipation du peuple africain. Il faut, au fait, regardez, pour qu'il y ait, même dans l'obscurité, une fenêtre peut apporter la lumière. Si je pense qu'il incarne cette nouvelle génération qui est consciente de ses capacités et potentiels. Vous avez dit un mot tout à l'heure, la notion la notion vibratoire des propos, des paroles. Vous savez, on construit avec les mots et on détruit avec les mots. Donc, qu'il ait eu cette capacité de pouvoir imposer une ligne politique et vision de son pays, de sa politique dont il veut mener pour la libération, entre parenthèses, du pays, c'est tout à fait louable. L'âge importe peu, pour ainsi dire, je dirais. L'âge importe peu. Le tout, c'est de... Vous savez, il y a des sages qui sont complètement idiots, comme il y a des jeunes matures. Enfin, idiot, c'est un peu exagéré. Je dirais, je prendrais ça différemment. Désolé pour les grands sages qui nous écoutent. Non, je mets la parenthèse par rapport à cela. Non, pour revenir à, je suis tout à fait. Moi, je suis ébahi et vraiment. Je dirais une grande félicitation à cette jeunesse africaine qui est debout, qui revendique son indépendance, qui veut voir les choses changer. Et effectivement, il revient à la jeunesse, même ceux qui sont dans ma génération, de prendre conscience que oui, nous avons encore la capacité potentielle de changer les choses. Merci pour votre réponse. Eric, avant que tu répondes à cette question, malheureusement, je dis bien malheureusement, il y avait un Sankara et juste à côté de lui, il y avait un Compaoré. D'accord? Et les Compaoré, moi, je les appelle les gatekeepers. Dis-moi un peu, Eric, c'est quoi ta définition de gatekeeper? Et après ça, aborde le sujet de M. Ibrahim Traoré. Et après ça, symboliquement, le Compaoré qui veut maintenir le système tel qu'il est pour maintenir le néocolonialisme mental et économique tel qu'il est. Oui, je pense que les gatekeepers, si je suis dans la même pensée que toi, c'est ceux-là qui veulent garder le statu quo, ceux qui veulent continuer l'idéologie du colon. Voilà. Mais vous savez ce qu'il y a de beau et de magnifique dans la culture africaine? C'est que ces aspects-là, nous les avons abordés, nous les avons codifiés même dans nos mythes et dans nos traditions. C'est-à-dire que quand on remonte très loin, tu as dit par exemple que je veux faire un pont, hein, aller battre un pont. Vas-y. Aller en avant et en arrière avec la deuxième question. Tu as dit qu'on va parler de l'homme. M. Kanza aussi a insisté sur l'homme avant d'aller sur le volet économique. C'est d'abord l'homme parce que l'économie, c'est une activité sociale. La société comporte les hommes. Donc, si les hommes, les humains ne sont pas traités, ne sont pas ce qu'ils doivent être, l'économie n'a pas lieu d'être. Donc,
en parlant de l'homme, où il faut commencer aux origines, et tu as parlé aussi des Arabes qui, eux, ont une civilisation, ça nous renvoie justement au travail de Cheikh Anta Diop en 1954, si je ne me trompe pas, qui a fait sortir Antériorité des civilisations nègres. C'est par cette base que nous devons commencer et bâtir, voire même rebâtir l'homme, l'être humain africain, afin de pouvoir aller de l'avant. Permets-moi de t'interrompre. Pourquoi est-ce ce n'est pas dans le curriculum national au Congo et à travers d'autres pays africains? Pourquoi on ne peut pas étudier ça et avoir ça comme une base pour pouvoir reconstruire nos civilisations? Dans le curriculum, à l'école primaire, secondaire. Tout simplement parce que la plupart des États africains ont des contrats avec des maisons d'édition européennes qui font les ouvrages. Je prends par exemple les éditions Bordas. C'est une grande maison d'édition en France. Donc, c'est eux qui ont... Moi, j'ai fait une partie de mon école primaire au Gabon, et tous les livres que l'on avait étaient édités par Bordas. Et c'était des livres qui venaient de la France. Et il y avait des livres de géographie où on étudiait les avenues de la France. Les avenues de la France, pas du Gabon, mais de la France. Donc, il y a déjà cette idéologie économique et sociale et mentale où les élites africaines sont conditionnées à réfléchir comme les autres. Les gatekeepers. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, le système, Cheikh Anta Diop, son travail n'a pas été intégré dans les curriculums parce que voilà, c'est déjà présenté, c'était déjà édité par Présence africaine. Ce n'est pas dans l'intérêt des sociétés européennes, occidentales qui ont leurs propres livres, qui font des business avec les pays africains pour donner les matériels, pour donner les ouvrages. Donc, à ce niveau-là, déjà, il y a un problème économique et idéologique aussi dedans. Voilà pourquoi Nation Nègre n'a jamais percé, parce qu'il y avait déjà des contrats avec des maisons d'édition européennes pour pouvoir... Excuse-moi, est-ce que tu peux revenir à ton raisonnement sur l'homme? Excuse-moi, j'ai fait une divergence. Oui, tout à fait. Donc, en revenant sur l'homme, justement, on sait que le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Donc, tu as parlé de la puissance des mots. Et Sankara, quand il arrive au pouvoir, il change le nom de son pays. Il met cette graine-là dans son peuple, pays des hommes intègres. C'est une ligne directrice qu'il donne à sa population. Et même s'il est trahi par Compaoré, par ce gatekeeper-là, cette graine qu'il a plantée émerge à travers Traoré qui a pris le pouvoir maintenant. Donc, je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Africains ont eu la sagesse de pouvoir implanter dans leur mythe ces faits-là. Par exemple, je vais faire une petite parenthèse. Dans la mythologie égyptienne, on sait que je parle de civilisation et barbarie. Cheikh Anta Diop a prouvé que l'Égypte ancienne est une civilisation négro-africaine. Dans les mythes africains, on a cette histoire d'un personnage qu'on appelle Seth et d'un personnage qu'on appelle Osiris, et qui a un fils qui s'appelle Horus. Horus. Voilà. Avec Isis, comme toi. Tout à fait. Ces mythes-là sont extrêmement importants parce que les civilisations africaines, quand Diop parle d'antériorité de civilisation africaine, ça veut dire que les Africains ont vécu sur cette terre pendant tellement longtemps qu'on a vu des choses et qu'on les a codifiées. Compaoré est le prototype de Seth. Et Sankara est Osiris, parce que Seth, dans l'histoire, pour faire court, va trahir son frère parce qu'il est jaloux. Et le tuer, il va prendre le pouvoir. Il va régner pendant longtemps jusqu'à ce que son fils puisse revenir pour venger son frère. Voilà. C'est exactement ce qui se passe avec aussi le Burkina Faso. Il y a Blaise Compaoré qui a tué Sankara, et il y a maintenant Traoré qui revient, qui est un peu comme le fils spirituel de Thomas Sankara. Si tu permets que je fasse une parenthèse dessus, est-ce que vous savez que quand Blaise Compaoré a demandé son visa pour aller en France pour se faire soigner, on lui a refusé? Oh, récemment, voilà. Ah bon? On y va, hein, quand tu l'es. Voilà, donc on l'a payé en monnaie de singe. On l'a payé en monnaie de singe. Disons bonobo, c'est plus approprié. Voilà. Donc, voilà. Il a eu ce qu'il a semé. Donc, Bonobo a certaines vertus quand même qui n'est plus à la disposition de Compaoré. Vraiment. Donc, je pense que voilà, Traoré, justement, est un peu cet archétype de Horus. Donc, voilà comment nous, les Africains, nous lisons la géopolitique aussi à travers notre propre prisme, nos propres traditions. Traoré est un peu comme ce fils spirituel qui revient pour venger son père afin d'apporter un certain renouveau. Donc, je pense que l'homme africain, l'homme burkinabé, l'homme congolais, l'homme en général, doit justement se réapproprier sa culture pour aller de l'avant. Comme M. Kanzel dit, avant de faire de l'économie, il faut d'abord passer par qui nous sommes. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le discours de Nicolas Sarkozy était symptomatique parce qu'il l'a fait à Dakar. Cheikh Anta Diop est sénégalais et il l'a fait à l'université de Cheikh Anta Diop. Donc, lorsqu'on vient comme ça placer une espèce de
de poison dans la nourriture, dans cet endroit bien spécifique, eh bien, on se rend compte qu'il y a quelque chose. Donc, l'homme, voilà, c'est encore là où nous devons nous focaliser pour changer les choses. Et dites-moi, avec le courant qui se passe dans les Sahel, qui se propage un tout petit peu, là, d'office, quand la France a voulu infliger des sanctions au Niger, malgré que le Niger veut avoir un contrôle sur le prix de son uranium, le Niger va avoir un contrôle sur son économie, parce que le Niger est en famine, et certaines de ces mines dégagent du phosphore, dont il y a beaucoup qui sont malades. Donc, il y a plein de conséquences socio-économiques dont personne n'en parle, et que le Niger veut se reprendre en main. D'accord? Et il y a cette propagation avec l'Algérie qui décide de dire que si militairement on attaque le Niger, ils vont rentrer. Il y a le Mali qui a éradiqué le français, qui n'est plus sa langue nationale. Et il y a aussi le Burkina Faso. Et récemment, Air France, même les vols d'Air France qui devaient aller de Kinshasa jusqu'à Paris ont été annulés. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus traverser le Sahel, l'espace aérien du Sahel, à cause des sanctions qui vont dans les deux sens. La France a suspendu les visas, la France a suspendu les vols d'Air France, après ça, ils vont revenir à partir du 11, je pense, et ces pays ont dit non. Donc, ce qui fait que les vols allaient faire des détours, avec le nombre de passagers et le nombre de carburant, ça allait coûter trop cher, ils ont annulé pour le moment, jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution diplomatique. Moi, je doute, parce que je pense que l'occidental, en général, n'aime pas trop les compromis. Surtout les compromis à l'africaine, pour citer le président Macron. Donc, en gros, où je veux en venir, c'est comment est-ce que vous pensez que ça va se propager? Parce qu'on a remarqué, si on a parlé de comparer tout à l'heure, on a remarqué que certains gatekeepers, dont, je veux dire, et je le pense réellement, malheureusement, le président ivoirien, sont prêts à défendre des intérêts externes en créant des conflits internes. Ils sont prêts, la CEDEAO, à faire saigner du sang en Afrique, des frères africains entre nous, pour des intérêts externes. Quand je dis intérêts externes, c'est quoi? La France est électrifiée avec des centrales nucléaires à 70%, et le Niger à 18%. C'est des intérêts externes. Qu'est-ce que vous pensez de ça, en commençant à M. Kanza, de la CEDEAO qui est prêt à intervenir militairement, même si le président nigérien, le Parlement a dit non, et que plein de pays désistent, et que ce potentiel conflit, qu'est-ce que vous pensez de cette dynamique des gatekeepers qui veulent maintenir le statu quo parce qu'ils savent qu'ils sont les prochains sur la liste de ce renouveau de la pensée africaine? Mais écoutez, la CEDEAO, on voit sa dénomination, au fait, ou sa posture. On voit très bien que la CEDEAO, c'est un instrument occidental. C'est un instrument pour garder les intérêts, préserver les intérêts occidentaux. Bon, en même temps, ce n'est pas une surprise. Hein. Ça a toujours été. On croirait que c'est une surprise. Ça a toujours été. Le président de la Côte d'Ivoire, est-il vraiment, je ne vais pas soulever le débat là-dessus par rapport à l'identité du président ivoirien, est-il vraiment ivoirien ou pas? Est-il de père et de mère? Ça peut aussi se discuter. Donc quelque part, on pourrait comprendre du fait qu'il soit prêt à livrer en pâture les Ivoiriens, parce que quelque part, bon, voilà. Mais pour revenir sérieusement, mais la CEDEAO arrive, on voit, hein, vous savez, c'est le temps de tamis. Vous savez, une fois qu'on a tamisé, on voit ce qui reste, ce qui est fluide. Et on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le président de Côte d'Ivoire, il y a le Sénégal aussi qui se lève en porteur d'étendard des intérêts des Occidentaux. Et tout cela sonne un peu la fin de l'histoire. Monsieur André, si vous permettez de juste mettre une précision en exergue. Hein. Oui. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Sénégal, on parle de leur président et des institutions politiques, pas de la population qui sont des vaillants guerriers. Ah, bien sûr. Non. Bien sûr qu'on fait bien la séparation entre la population qui, elle, subit justement cette emprise occidentale. La preuve au Sénégal avec Macky Sall et tout. C'est ça. Donc, justement, la population subit cette emprise coloniale dont les gardiens font valoir cette domination. Et je pense que c'est une très bonne chose que les choses se passent ainsi et qu'ils comprennent qu'il est temps. On arrive à la fin. Vous savez, il y a un début et il y a toujours une fin. Et le pouvoir, vous savez, le comble du pouvoir, c'est que ça laisse sous-entendre aux gens qui sont au pouvoir qu'ils sont immortels.
Pourtant, l'histoire raconte et nous démontre que ou le pouvoir ou le non-pouvoir, mais au fait, la finalité reste la même. Et les puissants d'hier n'y sont plus. Les nations restent, mais les hommes passent. Donc, la position de la CEDEAO sonne un peu, je dirais, le glas de la fin de cette, je dirais, cette pouvoir confiscatoire de l'Occident imposé aux pays africains. Si vous permettez, Eric rebondit dessus et après ça, on aura une pause. D'accord? Moi, je pense que justement, c'est du pain béni, ce qui arrive. Le fait que la France puisse utiliser ces tentacules-là sur les pays de la CEDEAO pour essayer de combattre leurs frères, moi, je pense que c'est du pain béni parce que les Africains se rendent compte maintenant, voient le vrai visage de ce qu'on appelle les puppet masters, ceux-là qui sont derrière, les éminences grises qui sont derrière et qui contrôlent les choses avec leurs manettes. Ça permet aux Africains de voir la réalité des choses. Bien qu'il y ait déjà un réveil qui se fait avec les réseaux sociaux, où on peut maintenant voir une certaine réalité qui nous était cachée avant, qui était occultée. Maintenant, en poussant les Africains, les présidents à prendre des décisions contre leur propre population et contre leurs propres frères, cela réveille les gens. Donc, et par rapport aux gatekeepers qui veulent garder le statu quo, ils veulent tout simplement rester au pouvoir. Ils sont prêts à tout. Macky Sall, dernièrement, on dit, ça nous a un peu été vendu de la manière qu'il a renoncé à un nouveau mandat. Non, il a renoncé à violer la Constitution. Ça n'a pas vraiment été présenté comme ça dans les médias. C'est comme si c'était son bon vouloir et qu'il a... Non, il s'est résigné à ne pas violer. Ce n'est pas qu'il avait la possibilité de le faire. Et maintenant, sûrement, ils sont en train de réfléchir sur des coups de passe-passe pour pouvoir mettre un dauphin ou je ne sais pas comment il peut revenir pour maintenir ces anciennes alliances-là. Parce que au-delà de l'uranium qui est extrêmement stratégique, et l'Occident a peur que justement certains pays du bloc Est plus... comme l'Iran. Voilà, comme l'Iran, par exemple. Donc, ils seraient effrayés des rapports qui pourraient... des rapprochements de ces différents... la dynamique que ça a changé, la dynamique de pouvoir que ça a changé à travers le monde. Voilà, tout à fait. Mais n'oublions pas aussi justement que toute cette région du Sahel est interconnectée. Donc, lorsque l'on perd, il y a un effet domino, un peu comme sur l'étoile d'araignée. Justement, si tu permets, ça sera la prochaine partie, l'effet domino, avec la propagation jusqu'à notre dénominateur commun qui nous rassemble nous trois, c'est le fait d'être congolais. Donc, on va parler de l'effet domino juste après la pause, d'accord? Nous allons prendre une petite pause pour souffler un tout petit peu, parce que c'est beaucoup d'informations. Hein. Oui, donc, à très bientôt. Hein. Tout à l'heure.
as we realize how to really fly. 'Cause I want to know you better. I gotta take this time to stop and see the world. I like to watch you shine. I want to know you better. Et nous voilà de retour. Non, maintenant on va parler de ce qu'il y a de plus important. Qu'on le veuille ou non, nous souhaitons vraiment une bonne chance à tous ces pays du Sahel qui puissent avancer. Et j'espère qu'ils sont préparés à la relève en termes de savoir-faire. J'espère qu'ils ont pu former certains ingénieurs pour pouvoir gérer les ressources qu'ils ont pour aller de l'avant. Mais ce qui se passe au Sahel est historique parce qu'il y aura une répercussion sur tout le reste de l'Afrique, particulièrement l'Afrique qui est subsaharienne et qui nous ramène au Congo, qui est un autre pays producteur d'uranium et qui est un autre pays où, au-delà même du Congo, tous ces pays qui ont des présidents, qui sont depuis, comme le Cameroun, comme Congo-Brazzaville, et le pays de Théodore Obiang, c'est quoi? La Guinée. Et la Guinée. Tous ces pays qui ont des présidents, et le Gabon, pendant plus de 30 ans, et qui deviennent quasiment des petits royaumes, où ça passe d'un père à un fils, et basé encore sur une influence néocoloniale venant de la France-Afrique, l'héritage de la France-Afrique et tout ce qui suit. Qu'est-ce que vous pensez, avant qu'on arrive au Congo, qui va s'y passer? Monsieur André Kanza. Oh, excusez-moi, donnez-moi un instant. Je crois que votre micro est déconnecté. Allez-y. Je pense que nous assistons à une confrontation des enjeux qui se jouent à l'extérieur de notre continent. Et il y a le paradigme justement de cette imposition de pouvoir qui est en train de changer, dont depuis cette confiscation de pouvoir, nos compatriotes africains sont victimes. Et c'est une vague qui ne va pas s'arrêter, qui va, dans mon grand souhait, changer la donne et prendre conscience. Je reviens encore, je mets l'accent sur l'homme. Regardez, tant d'années et des décennies dont le peuple africain est cantonné à cette notion de survie. Malgré cela, on est debout. Donc ça montre bien cette capacité que nous avons à rebondir face à l'oppression. Et ceux qui pensent détenir le pouvoir et de faire du pouvoir quelque chose un État, de rendre ça comme si c'était la royauté, mais il est grand temps qu'ils prennent conscience que c'est une vague. Avant eux, il y a eu des gens, après eux, avant eux, il y avait la nation, après eux, il restera la nation. Donc, seuls les hommes vont changer. Vous savez, de souvenir, Mobutu s'appelait Sese Seko. Et nous savons tous comment ça s'est terminé avec Mobutu. Et ça, c'est juste pareil pour Kadhafi, vous savez. Même si Kadhafi, son pays, il avait fait de la Libye un pays assez. Monsieur André, s'il vous plaît, une parenthèse. Comment ça se fait que la CEDEAO n'a pas intervenu quand les rebelles libyens ont dégagé Kadhafi? Une fois de plus, c'est bien l'instrument, pour revenir à cette parenthèse de la CEDEAO, c'est bien l'instrument occidental, comme l'Union africaine. Hein. Vous voyez, la même question que vous me posez par rapport à la Libye, ça fait combien d'années que dure la guerre à l'est du Congo? Où est la CEDEAO? 96, même 94. Où est la CEDEAO? La question, en fait, la question est dans la réponse, en fait. Où est la CEDEAO? Nulle part. Et une autre question. Est-ce qu'un Congolais, si vous permettez, un Congolais typique qui vit en Occident, un Congolais, est-ce qu'il est censé donner des fonds vers l'effort de la guerre en Ukraine alors qu'il n'y a pas de cagnotte comme ça pour la guerre à l'est du Congo? Que dire? Que dire? Dire que c'est que dire? La méconnaissance, ne me poussez pas dans mes retranchements parce que... Continue alors, ignorez-moi. Ça risque d'être, je dirais,
Ignorez-moi, s'il aiguisée. vous plaît, continuez votre réponse. très, très aiguisé. Que dire? Le Congolais qui finance par émotion, sûrement parce que le peuple congolais est serviable et empli d'empathie pour le peuple de l'Est. Sûrement, ceux qui donnent œuvre pour la paix en Ukraine, je crois qu'ils sont tellement favorables au peuple ukrainien, bien leur face. Mais pour revenir à la question de la CEDEAO, on a l'exemple type justement de l'instrumentalisation de la racine même de l'instrument de la CEDEAO, qui n'est pas un instrument de coopération, qui n'est pas un instrument je dirais, de quiétude pour l'Afrique. C'est bien l'instrument imposé parce qu'aujourd'hui, l'exemple que je prenais au préalable, c'était que fait la CEDEAO d'une guerre depuis 1996 avec des millions, que dire, des millions de morts, Plus de de 20 millions de nos morts. frères, plus de millions, 10 millions, 15 millions, ça ne se compte plus, qui continue jusqu'aujourd'hui. Alors, la preuve en est, justement, pour rebondir à la question posée, on voit aussi que lorsqu'on n'est pas d'accord et qu'on veut œuvrer pour le peuple, on a vu l'exemple après le départ de Mobutu, le changement en 97, lorsque Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a compris très vite que les choses ne se passaient pas avec cette, je dirais, fibre nationaliste et que les choses ne se passaient pas comme à son attente, par rapport à sa vision. On a vu ce que ça donnait. Et après, on a vu la continuité. Et aujourd'hui, on voit encore la continuité. Je pense que nous sommes à l'aube où on doit porter la réflexion à nos hommes politiques que le pouvoir est un instrument, de la gestion de la cité et non pas de l'oppression du peuple. Et chaque jour qui passe, ça nous rappelle que c'est la question est sommes-nous vraiment libres? Et la question est aussi de qu'est-ce que nous allons faire maintenant pour nous libérer de ce joug imposé par le colonialisme. Oui, merci pour votre réponse. Eric, la même question, je te la retourne. Mais maintenant, quand j'ai fait allusion, la question que j'ai posée à M. André était basée sur le peuple, le réveil du peuple, avec cette influence, avec cette épopée. D'accord? Est-ce que tu penses que dans ces pays qui se transforment en royauté, là, en royaume africains, nos frères, tu penses que les présidents de ces pays automatiquement se constituent en gatekeeper par rapport à la peur de leurs ambitions de pouvoir y placer un membre de leur famille pour une continuité? Ça, c'est une excellente question parce que cela nous pousse à analyser la sociologie africaine, comment elle fonctionne. Et ça nous amène justement à envisager ou à préparer quelle sorte de politique nous voulons avoir. Parce que dans les civilisations africaines, nous avons fonctionné pendant des millénaires, je dirais pas des années ou des décennies, pendant plus des siècles, des millénaires et des millénaires avec ce système de format de royauté. Alors, il est important de pouvoir trouver quelle est la structure politique idéale, entre guillemets, qui pourrait nous pousser à aller de l'avant. C'est vrai que nous aspirons tous à la République, à des élections démocratiques et transparentes. Je pense à une émission qu'Alain Foucault avait fait où il avait été très critique sur le système des élections en Afrique, à tort ou à raison, mais il y avait quand même des arguments assez percutants là-dessus. Mais je tiens à voir que lorsque nous allons en Angleterre, ils ont leur famille royale. On va au Japon. Là, je vais un peu monarchie parlementaire, oui. Voilà. Je vais un peu sortir des sentiers battus. Voilà, monarchie parlementaire. Je vais au Japon. L'empereur est toujours là, même s'il est un peu hands-off, comme on dit. Ouais. Je vais dans les pays du Nord. Je sais que dans les pays scandinaves, il y a des royautés aussi là. Absolument, très passif par rapport au pouvoir, à la gestion au quotidien. Ouais. Tout à fait. En Espagne, Monaco et tout ça. Ça semble aller. Les pays arabes, il y a des chèques qui sont là. Tout. Apparemment, ça passe de père en fils. Apparemment, sans trop de... Je veux te choquer. Voilà. Je veux te choquer, Eric, permets-moi. Et je pense que ça va nous introduire au prochain sujet. Est-ce que tu penses que l'homme africain actuel, je dis victime de la colonisation et même pas la colonisation, victime avec sa crise identitaire, pseudo-occidentale, actuelle, tu penses qu'on est toujours équipé
pour pouvoir créer un modèle politique qui correspond à nos valeurs, à nos morales ancestrales, comme on était avant, est-ce que tu penses qu'on est équipé pour créer un système économique qui va nous permettre d'emmener un développement durable avec l'actuel actif qu'on a en termes de notre intellect qui est configuré? La preuve, au lieu de parler lingala, swahili, chilou, kikongo, on parle en français. C'est le conditionnement, la programmation dont on fait sujet. Est-ce que tu penses qu'on est assez équipé pour non seulement réfléchir et créer un système qui correspond, qui met en valeur nos valeurs, nos principes, nos morales, notre histoire, et pouvoir évoluer avec ce système à travers le monde et interagir avec l'Occident ou bien l'Orient? Est-ce que tu penses qu'on est capable aujourd'hui, là? Les outils sont là. Les outils sont là. Il suffit maintenant de passer à l'action. Ce que le Sahel a fait, ce que le Mali a fait, ce que le Burkina a fait, ce que le Niger a fait, ils auraient pu le faire il y a 40 ans. Mais ils n'avaient pas, comme les Espagnols le disent, je vais utiliser un terme assez espagnol, ils n'avaient pas les corones pour le faire. Donc, voilà, ils auraient pu le faire. Ils auraient pu le faire il y a longtemps. C'est ce qu'ils ont fait. Il n'y a rien de magique. Ils n'ont fait que décider que maintenant, ça suffit. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. Nous avons les outils en Afrique pour pouvoir établir ce système économique. Il y a des intellectuels qui ont déjà fait ce travail, Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et autres. Il ne suffit qu'aux intellectuels de se mettre ensemble et de pouvoir affronter le monde politique, collaborer avec le monde politique. Quand je dis affronter, dans le sens... Excuse-moi, Eric, de t'interrompre encore. Nous venons de passer 18 ans du régime du président Kabila, si je dois le dire. La succession de professeurs d'université que j'ai vus, mais malgré ça, je pense qu'on aurait pu prendre un gars de Maloueka ou bien du fond de Guémena, on aurait le même résultat qu'aujourd'hui. Donc, quand tu me parles d'intellectuel, je me pose des questions. Oui, justement, beaucoup ont échoué dans leur démarche. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a des professeurs avec PhD et Masters. Oui, oui, le problème, c'est que ce PhD et Master, il est piégé. No offense, je ne veux pas offenser ceux qui ont fait des très longues études, mais ces PhD et Master sont piégés. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si on va en Russie pour faire un master sur comment préparer le pondou. Ou bien des sports d'été. Voilà. En Sibérie. Voilà. Et pour revenir au Congo, pour en faire quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on peut aller à Harvard, on peut aller à Columbia ou à, je sais pas moi, à Berkeley pour apprendre, pour savoir comment faire du management en Afrique. Ça ne fonctionne pas parce que nous n'avons pas les mêmes codes sociaux. C'est de manière endogène, c'est en étudiant notre sociologie, comment nous nous comportons, comment nous échangeons, nos propres valeurs que nous pouvons avancer. Maintenant, quand je parle d'intellectuels, ça veut dire qu'il y en a qui ont cette démarche, c'est juste qu'ils ne sont pas mis en lumière. Donc, il faut dénicher. Et je crois Pourquoi ils ne sont pas mis en lumière, Eric? Parce que ça... Non, attends, garde ta réponse, ne l'oublie pas. Je parle très souvent des évolués. Les évolués, c'est la première génération d'intellectuels qui savaient lire et écrire, 4e primaire, qui savaient lire et écrire, qui ont pris les relèves quand les Blancs sont partis politiquement, mais sont toujours restés économiquement. Ils ont pris la relève au pays, d'accord? Et jusqu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a une oligarchie qui s'est installée, où c'est les mêmes qui reviennent, on peut voir ça à travers le Cameroun, le Congo, le Gabon, le Congo. C'est les mêmes qui reviennent et qui maintiennent un système et ils ont accumulé des biens où ils ont un pouvoir économique qui peuvent s'imposer, d'accord? Maintenant, pourquoi est-ce que cette élite-là, qui mange occidental, qui parle occidental, qui parle 2-3 langues, français, anglais et certains, je ne sais pas quoi, une autre langue, pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas, ou bien pourquoi ils n'établissent pas un système qui sera dans cette direction, profitable à tous, et aussi un système qui pourra rendre l'Afrique indépendante et soutenable sur le long terme? Pardon, je vais intervenir sur un point, juste pour faire l'aparté, prendre le relais, le mot qui vient d'être prononcé, l'indépendance. Vous savez, la notion de l'indépendance, on nous a vendu l'indépendance et nos pères de l'indépendance dont on est en admiration. C'est plutôt l'indépendance est un concept occidental imposé pour faire valoir justement cette notion de la démocratie. Et aujourd'hui, on constate cet instrument de l'indépendance qui est aussi une forme de la négation de l'identité du peuple congolais, parce que en fait, on nous impose l'indépendance comme si nous n'étions pas indépendants, on nous impose la démocratie comme si nous ne savions pas le vivre ensemble, on nous impose plein de choses comme si nous n'avions pas la notion du bien commun, et tout ça met
ça a mis je dirais presque à l'écart nos us et coutumes qui étaient le fondement de notre culture, de notre identité. Et ça, c'est aussi important de prendre ça en considération. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Eric? Oui, je vais prendre un exemple. Pour répondre straight à la question, c'est du travail. Pourquoi ces intellectuels ne le font pas? Parce que c'est du travail. Il est beaucoup plus facile de pouvoir mettre en action ce qu'on nous donne, le fameux proverbe chinois: si tu me donnes un poisson, voilà, je vais manger; si tu apprends à pêcher, je vais voilà. Et justement, les autres ne veulent pas nous donner la canne à pêche, mais enfin nous donner le poisson pour que voilà, on soit à l'aise, on est rassasié, on ne cherche pas un meilleur avenir. Je me rappelle lorsque la Corée du Sud avait fait un deal avec la France pour avoir, je pense, le TGV. Dans le deal incorporait que la France devait faire un transfert de technologie. C'est-à-dire qu'ils devaient construire le train, mais ils devaient aussi leur donner la technologie. Comment ils ont fait? Les Français ont refusé. Ils ont dit non, ça c'est quand même la propriété intellectuelle, on ne peut pas le faire. Mais c'était un très gros contrat, ils ne pouvaient pas passer dessus. Alors, la Corée a dit OK, puisque vous ne nous donnez pas la dernière technologie, OK, on accepte, vous construisez la dernière technologie que vous avez sur le terrain, mais vous nous apprenez l'avant-dernière technologie que vous avez. Et là, les Français ont signé, ce qui fait qu'ils ont construit le train, ils ont eu l'avant-dernière technologie, ils ont appris et ils savent maintenant comment avancer. C'est ça le problème de... Excuse-moi, est-ce que tu penses que le même principe s'applique avec les contrats miniers, les contrats chinois chez nous au Congo? Oui, le problème, c'est ça, justement. On n'a pas des gens... Ça revient au même problème. On n'a pas des gens... C'est ça que j'en parle. Voilà. On n'a pas des gens juste... Je ne dis pas qu'on n'a pas des gens, mais les bonnes personnes ne sont pas placées là pour pouvoir avoir cette vision-là que voilà, OK, on fait des contrats miniers, on construit des usines, apprenez à notre peuple à comment faire les choses, à transformer les choses. Oui. Peut-être pas la dernière technologie, c'est propriété intellectuelle, mais l'avant-dernière, apprenez-nous à le faire. Et voilà. On signe un contrat, vous aurez des avantages par rapport à ça, apprenez-nous à le faire et ensuite on va avancer. Quand il n'y a pas de transfert de technologie, ça n'avance pas. Je vais prendre un autre exemple. Le savoir-faire. Voilà. Je vais prendre un autre exemple. Souvent, on pense que avant la colonisation, voilà, l'Afrique était les Africains étaient dans les arbres, il n'y avait pas de technologie, on n'avançait pas. Alors c'est faux. On est très peu éduqués sur l'architecture subsaharienne avant la période coloniale. Je ne vais même pas aller en Égypte là-bas. Attends. Est-ce que tu te rappelles ce que Napoléon disait? C'est qui écrit l'histoire? Le vainqueur. Merci, voilà. Continue. Justement, et ça rejoint notre sujet sur les maisons d'édition françaises qui nous pompent leurs livres, et voilà pourquoi on est toujours dans cette même engrenage. Alors, je ne regarde que l'architecture précoloniale, Afrique subsaharienne. Je ne vais pas en Égypte, au Soudan. Je reste là. Quand on va, si vous regardez... Non, la Nubie, tu veux dire? Oui, la Nubie, le Soudan. Voilà, je préfère rester un peu... Ils n'étaient pas arabes, ils étaient noirs? Non, ils étaient noirs, ils n'étaient pas arabes. Les Arabes sont venus. Oh, excuse-moi, je viens de faire mon maître Gims. Vas-y. Voilà. Donc, on étudie l'architecture subsaharienne. Eh bien, on voit, non, il y a des constructions qui sont très, très impressionnantes. Même au niveau du Congo, au niveau du royaume Mangbetu au Cameroun, il y a des constructions étagées même. Alors, ce sont les peuples endogènes eux-mêmes qui ont fait ces choses. Voilà, Tombouctou, au Zimbabwe, le grand Zimbabwe, il y a des constructions que ces peuples ont fait par eux-mêmes. Mais lorsque vous allez dans un endroit qui a été colonisé, où on apporte aux gens des tôles, où on leur fournit tout ce dont ils ont besoin pour construire, leur propre génie n'intègre pas ces choses. Et ils se laissent justement simplement nourrir par l'extérieur au lieu de développer ce qu'il y a de manière endogène chez eux. Je prends un autre exemple. Lorsque l'Angleterre ou le Royaume-Uni va coloniser l'Inde, pour les maintenir dans cette colonisation-là, ils viennent un jour, ils leur disent: oh, vous savez quoi, il y a la cour royale qui va vous faire des cadeaux, on va vous donner ces espèces de lampes à pétrole ici. En fait, ça sert à quoi ces objets? C'est juste pour décorer dans la maison, vous pouvez mettre. Alors, ils en ont distribué un peu à tout le monde. Et après, un autre jour, ils sont venus, ils leur ont dit: ah non, vous savez quoi, ce qu'on vous a donné là, en fait, ce sont des lampes, mais pour que ça fonctionne, voici l'huile. Et c'est comme ça que le business s'est installé. Et ils sont devenus esclaves un peu de ça. Et Gandhi avait compris que le meilleur moyen de combattre ces gens-là, c'était un peu de faire tomber la veste, puisque Gandhi s'habillait en costume avant. Voilà. Mais quand il a commencé sa révolution, il s'habillait en pagne. Un peu d'humour congolais. Tu penses que Gandhi était le premier bouddha en Congo?
Qui sait. Bien que Vas-y, continue. je ne suis pas très fan du monsieur. Je prends un exemple, mais je ne suis pas très fan parce que bon, le monsieur aussi Ouais, était on connaît raciste. l'histoire, mais bon, Voilà, gardons les voilà, mythes. voilà. Gardons les mythes. Voilà, on va pas jeter le bain et le bébé. Voilà, bon, bref. Pour moi, ce qui est bon, on jette ce qui est mauvais. Donc, voilà, il avait compris que la guerre était aussi au niveau économique. Si les Indiens arrêtaient d'acheter tout le temps les costumes occidentaux et s'habiller en pagne, tout ça, tout et tout, eh bien, ça pouvait aussi, comment dire, pousser quelque chose. Donc, c'est au niveau de la stratégie. Et les élites qui, malheureusement, que nous avons eues aux affaires, ont voulu le poisson au lieu de s'ingénier à apprendre à fabriquer leur propre canne à pêche pour manger demain. Mais c'est ça le problème. Pour certaines élites, c'est facile, au fait. Ça vient, si ça vient automatiquement, bon, pourquoi je veux me... C'est un peu comme le pain. Nous ne fabriquons pas le pain le matin avant d'aller au travail, par exemple. On l'achète en magasin, tout et tout. Si on devait fabriquer le pain par nous-mêmes, ça nous prendrait beaucoup plus de temps. On nous a facilité le fait d'aller au magasin, on achète un Eric, pain. Voilà. s'il te plaît, si tu permets, parce qu'on s'écoule vers la fin du truc. Parlons du Congo maintenant. 1, on n'a pas de banque commerciale congolaise. 2, on ne transforme aucun des minéraux dont on est un des premiers producteurs, que ce soit du coltan, du lithium. On n'a pas les infrastructures, on n'a pas l'électricité peut-être, et je ne sais pas si on a le savoir-faire, je ne peux pas me prononcer dessus. On ne transforme absolument rien. Et là, avec la vague de ce qui se passe au Sahel, comment est-ce que, parce que le Congo devient un point stratégique maintenant, que ce soit la troisième guerre mondiale, qui a commencé aux plus belles lurettes entre l'Occident et l'Orient, en passant par les proxy-guerres de l'Ukraine et le Sahel actuellement. Et voilà, parce que la guerre du Sahel, les rebelles sahéliens, les terroristes sahéliens sont issus de la destruction de la Libye. On ne va pas aller dans les détails. On descend maintenant, le Congo est en danger. Les enjeux sont tellement grands, avec toutes les ressources, avec tout ce qui s'y passe. Comment est-ce que le Congolais se prépare de manière très pratique? La population, la classe intellectuelle, la diaspora et les politiciens, les prochaines élections qui arrivent en décembre. S'il vous plaît, abordez les 4 différents segments que j'ai énoncés. Monsieur André, vous êtes en mute. Hein? Ben, écoutez, pour le Congo, déjà, il y a une chose qui est de constater. La politique au Congo a perdu un peu sa notion existentielle qui est de vrai pour la nation, pour le peuple. Aujourd'hui, faire de la politique, l'appareil politique, c'est comme un appareil économique, en fait. Les gens vont dans la politique non pas pour travailler, pour défendre la cause du peuple, la cause de la nation, mais ils y vont pour prendre de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune structure sociale, et je mets encore l'accent sur la formation académique, et le Congo n'a rien de structuré pour envoyer ou bien pour élever des gens qui défendent la vraie nation de la population et des intérêts de la nation. Ça, c'est un problème. Ça, c'est une des problématiques qui gangrène un peu la classe politique congolaise. Mais excusez-moi, monsieur André, si vous permettez, parlez des 4 segments. La population, la classe intellectuelle, l'élite politique et la diaspora. Qu'est-ce qu'on peut faire en unissant pour nous protéger de ce vent de Sahel et d'une forme de déstabilisation donc, qui est déjà attisée par les divergences tribales? J'arrive au fait, vous savez, se protéger, lorsqu'on dit se protéger, c'est par rapport à quoi? Par rapport à ce changement qui arrive, qui se pointe à l'horizon? Pas le changement comme tel. Le changement, il viendra au niveau de la population et l'éveil national de la population, certes. Je parle plutôt de l'influence occidentale et l'influence orientale qui se battent pour les ressources indirectement par proxy-guerre dans la guerre à l'est du Congo par rapport au contrôle des ressources dont ils ont besoin. Exemple simple, j'ai hâte de voir si la France fera des compromis à l'africaine pendant cet hiver. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Plus on touche au gisement, plus on touche aux sources d'énergie, plus les prix augmentent dans les pays qui sont dépendants des énergies des autres. Nous, on a tout. Ce qui fait que c'est un endroit qui est prisé venant de l'Orient et de l'Occident. Donc, d'office, si on perd le Niger,
on se rabattra sur le Congo d'une manière ou d'une autre, comme une autre ressource supplémentaire, à part le Kazakhstan et l'Australie qui vendent au prix du marché. Oui. L'uranium au kilo. Oui, mais de ce fait, justement, la France, comment est-ce qu'on se prépare? On se prépare de rentrer. Là, je dirais, est-ce que sommes-nous préparés à cela? C'est justement, c'est ça le point. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donnons des solutions. Écoutez, il faut revendiquer justement notre capacité de œuvrer et aussi de prendre en considération que nous pouvons changer les choses. En cela, comment? C'est imposer et non pas subir, parce que jusqu'à preuve du contraire, jusque-là, nous subissons. Quand on regarde tous les changements politiques qui se sont avérés chez nous, c'était pas par rapport au choix du peuple. Tout à l'heure, vous parlez de Get Start, c'est ça? Gatekeeper. Voilà, c'est ça. Ouais, les chaînes gardes. Donc, jusque-là, on a vu, hein, on voit un peu comment les choses évoluent chez nous. Donc, je pense que il faut mettre un terme il faut aller vers le plus offrant. Quand je dis vers le plus offrant, aujourd'hui, on voit que l'Est est, le BRICS est un marché qui est ouvert. Il faut voir ce qu'il propose. Il faut s'ouvrir à d'autres opportunités. Si vous permettez, M. André, excusez-moi de Oui. vous interrompre dessus. Hein. Oui. Si vous permettez, je vous relance parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vous relance dessus, après ça sera M. Eric. Si vous permettez, vous parlez d'aller vers BRICS, donc vous parlez de la démographie, groupe démographique, qui sont les politiciens, les décideurs, d'accord? Si on va vers BRICS, il faut pas, on n'est pas des enfants, on sait qu'il y aura des répercussions par rapport à notre héritage qui est pro-occidental depuis plusieurs années. Il y aura des répercussions dans certains, je veux dire les choses telles qu'elles sont, certains acteurs, je dis bien parce qu'il y a des preuves, certains acteurs politiques congolais, de l'opposition particulièrement, sont en train d'attiser la haine tribale. Donc, la haine tribale peut être utilisée comme arme de l'Occident pour pouvoir créer ou bien créer une graine de déstabilisation. Quand je dis l'Occident, ça signifie de gatekeeper. Créer une forme de déstabilisation qui peut freiner toute forme de développement du Congo. Ça, c'est mon opinion. Vous dites la vôtre sans contredire la mienne. C'est mon opinion. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher cela au niveau politique? Et après, Eric pourra parler du niveau population, diaspora et le reste. Écoutez, le même mécanisme, ça s'est produit en Yougoslavie. Donc, c'est un mécanisme qui est connu, au fait. Donc, à partir de là... Voilà, donc on a vu entre les Serbes et les Croates ce qui s'est passé en Yougoslavie. Donc c'est toujours la même chose. On voit aussi à l'Est entre les Hutus et les Tutsis. Donc c'est toujours la même chose, en fait. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut justement se lever contre ça. Il faut être, je dirais, prévoyant. Mais je pense que le peuple congolais a compris justement cette manipulation qui peuvent être faits à leur dépens. Je ne suis pas si sûr. Excusez-moi. Si 90% qui sont au Parlement sont élus parce que vous avez des Mabanga, je ne suis pas très sûr que le peuple a compris s'ils vont les élire aux prochaines élections. Les mêmes personnes. Je garde à l'espoir qu'ils ont compris et que, vous savez, les Congolais aujourd'hui, nous sommes dans une... la vie a fait que nous soyons à l'extérieur du Congo, mais vous savez, le peuple congolais souffre quand même. Souffre, je ne vais pas dire quand même. Le peuple congolais souffre. Et je pense qu'il a besoin, il a compris. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la vitrine justement de ce qui se passe au Sahel. Ça reste un point de mire de comment ça se passe à l'extérieur. Eux, ils ont réussi avec cette forme de résilience qu'ils revendiquent leur indépendance. Et il n'y a pas une dislocation, je dirais, ethnique. C'est tous ensemble. Et je pense qu'il faut faire confiance au peuple congolais malgré la souffrance que ce peuple traverse. Et à un moment donné, je reste convaincu que nos compatriotes, nos frères et sœurs vont nous étonner, ils vont saisir la balle au bon, ils vont se lever pour dire stop à cette oppression pour un Congo meilleur, pour un Congo unifié, pour un futur meilleur, qui est tout à fait à
à la demande de tout le monde. Tout le monde a ce droit, en fait. Nous avons, nos frères compatriotes ont ce droit-là de vivre, de connaître un peu la quiétude dans cette vie. Moi, je pense D'accord. qu'il faut faire confiance au peuple congolais. Moi, je reste confiant. Je vous crois aussi, Congolais mais que je suis, je reste confiant et je fais confiance à nos compatriotes. je suis d'accord, je suis d'avis avec vous. Eric, avant que tu puisses reprendre sur les différents groupes démographiques, que ce soit la diaspora, que ce soit la classe intellectuelle, que ce soit la population, quand je dis la masse. Hein. Avant ça, moi, je me dis que j'ai vraiment hâte de voir comment la population congolaise va réagir pendant ces élections générales par rapport au vote des députés qui n'ont pas tenu leurs promesses de campagne d'il y a 5 ans. Parce que ce n'est pas juste que tu aimes quelqu'un qui donne du riz, des t-shirts et de la bière et de la musique. Il y a beaucoup plus que ça. J'aimerais voir la réaction du peuple congolais par rapport à ça. Eric, qu'est-ce que tu penses de la diaspora, l'élite congolaise intellectuelle, tous nos professeurs, et la diaspora, c'est l'élite congolaise, tous les intellectuels de la diaspora et du peuple congolais à part entière, les classes moyennes et les classes travailleuses. Qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire systématiquement avec des solutions pratiques pour pouvoir éviter toute forme d'influence qui va... Parce qu'il n'y a pas d'amitié entre les États, il n'y a que des intérêts. D'accord? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour se protéger les intérêts des autres au détriment de nos intérêts à nous? Je pense que je crois que il y a une citation, je crois, de l'ONU. On dit que étant donné que les guerres sont prises dans l'esprit des hommes ou des humains, c'est dans l'esprit des humains qui doivent être élevées les défenses de la paix. Je crois que c'est une citation de l'ONU comme ça. Voilà. Donc, c'est dans l'esprit des hommes ou des humains qu'il faut, donc hommes-femmes, il faut élever les défenses de la paix. Et comment justement arriver à ce résultat-là? Le problème avec les intellectuels, c'est que nous pensons souvent que intellectuel, c'est, voilà, je veux me tirer une balle dans le pied, mais on pense souvent que être intellectuel, c'est écrire un livre. Voilà, j'ai écrit un livre, voilà, je suis un intellectuel, j'ai fait mon travail. Bon, qui va le lire? Il n'y a pas de marketing, de promotion, tout et tout. Au jour d'aujourd'hui, le livre d'aujourd'hui, c'est TikTok. Qu'on le veuille ou pas, le livre d'aujourd'hui, c'est TikTok. Mais attends, Eric, garde ton train de pensée, ne perds pas. Mais pourquoi est-ce que l'Occident veut le réguler, le bannir? Ah, justement, très bonne question. Parce que je voyais dernièrement une émission où il y avait sur un plateau français où ils s'en plaignaient, où ils disaient, TikTok, justement, quand c'est en Chine, il y a l'algorithme, c'est-à-dire que la suite logique qui fait fonctionner l'application enseigne aux Chinois comment devenir un citoyen vertueux. La plupart des Chinois qui sont interrogés, qui consomment TikTok, la plupart des jeunes, des enfants, veulent devenir astronautes, mathématiciens, hommes d'affaires, politiciens. Ils donnent des conseils, comment y arriver, comment y parvenir. Voilà. Donc, il y a des contenus qui font cette promotion-là. Mais quand on interroge les jeunes de l'Occident, eux veulent devenir influenceurs. Les filles veulent être en bikini. Et les jeunes congolaises, alors? J'ai bien dit congolaises, pas congolais. Qu'est-ce qu'elles veulent? Voilà. La même chose. Être en bikini et tout ceci. Donc, l'algorithme qui est vendu au niveau international est en train de dégrader plutôt les mœurs, alors que l'algorithme qui est au niveau de la Chine est en train, au contraire, en train de former des intellectuels pour le monde de demain. Je veux faire mon Zemmourien, moi, Éric Zemmour. Serait-il pas un conflit de civilisation? Entre qui et qui? L'Occident, avec l'algorithme de TikTok, et l'algorithme de l'Orient, avec TikTok. C'est pas un conflit de génération, de civilisation? Tout justement. C'est une guerre. C'est une guerre, évidemment. Parce que l'algorithme est produit pour favoriser un camp et mettre en défaveur l'autre, même si l'autre peut aussi essayer de l'utiliser. Alors, c'est là où je dis, moi je parle d'intellectuels. Non simplement nous devons nous approprier ces réseaux-là pour produire du contenu et influencer les gens, mais le plus important aussi, c'est de créer les nôtres. Parce que tu me diras aussi, Aris, mais à quoi bon créer un contenu si l'algorithme de base est déjà piégé pour nous? Alors, c'est là où nos intellectuels et nos politiciens ne comprennent pas qu'il est important d'avoir nos propres structures où nous exprimer. Nous venons nous exprimer sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Je prendrai l'exemple d'Instagram pour aller vite. Il y a une étude à l'intérieur d'Instagram qui démontre que l'application est néfaste pour les jeunes, surtout les filles qui ont entre 13 et 14 ans. Et quand ce rapport est sorti chez Facebook, au lieu de prendre des mesures pour empêcher que cette tranche d'âge-là puisse avoir accès, au contraire, ils ont créé des stratégies pour que plus de personnes de cette tranche d'âge-là aient accès au réseau. À titre de la liberté d'expression, la liberté, c'est ça, non? La démocratie, en gros. Voilà, quelque part. Mais en réalité, c'est nocif. Donc,
notre guerre, les intellectuels, ceux qui sont en Occident, doivent se faire à 2 niveaux. C'est-à-dire non simplement créer des contenus positifs dans ces réseaux-là, mais créer aussi les nôtres. Parce qu'on ne se mente pas. Facebook a émergé, mais quand on regarde les premiers actionnaires qui étaient autour là, sont des gens qui ont des rapports aussi avec le gouvernement américain. Tesla, si Tesla évolue, tout ça, entreprise, technologie, SpaceX, il y a aussi des financements de la part du gouvernement. Et donc, X aussi avec Twitter maintenant. Voilà. Donc, mon propos est de dire au niveau de la diaspora, des intellectuels et des politiciens, il doit y avoir une synergie. C'est comme ça qu'on peut atteindre la population, parce que tu as parlé de 4 volets. Attends un peu. Voilà pourquoi il faut parler leur langage à travers des contenus, à travers TikTok. Parce que le langage, le livre, oui, il est là pour les intellectuels, mais il faut créer des contenus aussi pour avoir accès au langage des jeunes maintenant. C'est ça qu'ils consomment. Alors, comment les atteindre à travers ce média-là, en parlant aussi quelque part leur langage pour les atteindre avec des courtes vidéos aussi qui peuvent produire de l'information et surtout de la révolution intellectuelle. Par rapport à la population, alors, qu'est-ce que tu en penses? Tout justement, la population est influencée par les médias. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Nous pensons en fonction du smartphone. Nous pensons en fonction des vidéos que nous recevons sur WhatsApp. Tout le monde avec son téléphone, que ce soit dans la rue, dans les fêtes, tout ça. C'est l'instrument qui nous influence le plus. Alors, quel est le contenu que nous injectons dedans pour pouvoir influencer le plus grand nombre? Ça va être notre stratégie de communication. Donc, au niveau des médias, il y a une guerre médiatique et économique que la Chine a compris et que nous tardons encore à comprendre. Merci beaucoup pour ta réponse. Avant de finir, on doit avoir le mot de la fin. Monsieur André Kanza, la question que tout le monde attendait, je dois vous la poser en tant que Congolais. Est-ce que vous êtes un Gaulois ou bien un warrior? Je pense que cette question dépasse mon entendement dans la notion warrior et gaulois. Je dirais, comme ça dépasse mon entendement, en tout cas, à tous les auditeurs, je présente mes excuses, je passe la main. Eric? Idem, parce que au début, pour justement boucler la boucle, au début de l'émission, nous avons parlé de l'importance des mots. Et vu que ces mots sont d'origine indo-européenne et qui ne résonnent pas avec ce que nous défendons, même si nous savons que ça a été récupéré par 2 factions de la musique congolaise et qu'il faut prendre son temps. En fait, c'est l'héritage, au fait, peut-être, ou la succession du fameux conflit avec les Wengi à l'époque. Maintenant, il faut choisir son corps. Parce que c'était JB Wer à l'époque. Maintenant, il faut choisir entre Gaulois et Warrior et tout ça. Mais pourquoi est-ce que le peuple congolais est dans ce perpétuelle recherche de dilemme, ce monde binaire où tu dois toujours choisir l'un ou l'autre, tu ne peux pas aimer les deux? Pourquoi on est coincé dans cette sphère? Bon, je pense que voilà, c'est un monde manichéen en fait qui nous a été imposé. C'est la vision du monde occidental, ce qu'on appelle le manichéisme. Encore l'occidental, on va pas comme tout blâmer au néocolonialisme quand même. Nous parlons quelle langue? Ah, voilà. Voilà. Parce que dans la pensée africaine, il y a certes une dichotomie, ce qu'on appelle Horus et Seth, j'en ai parlé. Dualité, tout. Voilà. Mais cette dualité-là n'est pas manichéenne, c'est-à-dire qu'il y a certains conflits entre ce qu'on appelle Seth, qui est la personnification du désordre, et Horus, qui est la personnification du soleil, de la lumière et de l'ordre et de la justice. Mais les deux sont ensemble et les deux, ils font la paix. Ensemble. Voilà, un seul. C'est-à-dire que l'Égypte ancienne était basée sur ce modèle-là. C'est-à-dire que quand on crée une nation, quand on crée un pays, c'est-à-dire qu'il y a cette dichotomie-là qui peuvent être, mais il faut chercher l'entente pour pouvoir avancer et non pas justement choisir un camp contre l'autre et qu'il faut se taper dessus. Voilà pourquoi les égyptologues souvent ont eu du mal à pouvoir interpréter les codes égyptiens parce qu'ils l'ont vu avec une vision manichéenne. C'est une dualité, l'un est contre l'autre, alors que non, ils sont combattus à une époque, après ils font la paix, ils avancent, et c'est comme ça qu'on doit essayer de voir les choses. Pourquoi ne pas promouvoir les deux artistes pour pouvoir avancer? Il faut toujours choisir son camp entre l'un et l'autre, se taper dessus. Voilà. Et avec cette conclusion de M. Eric, M. André, est-ce que vous pensez qu'on est prêt pour le changement qui se passe au Sahel? S'il faut choisir entre Gaulois et Warrior, au lieu d'aimer les deux. Non, mais c'est un exemple type de cette, je dirais, la quête de l'identité où on aurait pu choisir, au lieu de dire Gaulois, appellation occidentale, Warrior, appellation anglophone, on aurait pu choisir quand même une appellation venant de chez nous. Nubien, Bemanga et tout.
Voilà, Ça, voilà. là, on aurait pu se situer, et on voit aussi l'endoctrinement et l'emprise de cette notion démocratique et d'indépendance, ainsi de suite. Donc, on a pu échanger tout le long de notre émission. Alors, ce qui est intéressant, c'est on garde quand même confiance. Moi, je suis assez positif. Je suis assez positif, C'est même votre mot de si. la fin, hein, si vous Oui, permettez. oui, oui. Je suis assez confiant je répète encore, moi, j'ai confiance au peuple congolais. J'espère qu'elle va, elle va pas me décevoir par rapport aux élections et autres du futur. Et bien sûr, en espérant que cette vague qui arrive puisse arriver jusqu'à chez nous pour nettoyer un peu la maison Congo. Et juste un petit satire. Je dis, Congolais, on a confiance en vous. Ceux qui députaient, sa candidature député, il y a Pessio Los, Pessio Masangana Musique, Zoa, Mela, Lia. Mais entre-temps que nous votons, nous avons ça à l'école et qui vont employer les locaux. C'est exactement ça lorsqu'on dit qu'on a confiance en eux, en espérant qu'ils ont compris pourquoi on a confiance en eux et qu'il ne faudra pas qu'ils ne soient au fait. Eric, ton mot de la fin. Déjà, mesdames et messieurs, voici monsieur Eric Mizele, grand auteur, Bendele, en téléchargement pour très bientôt. Vas-y, ton mot de la fin, Eric. Oui, moi, je ne vais pas dire que je suis aussi positif. Je sais que, je ne sais pas si la date m'échappe, mais en 98, je ne sais plus quand il y avait des rebelles qui voulaient entrer à Kinshasa. Août 98, quand ils ont détruit le barrage au Dinga et tout ça. Oui. Voilà, c'est la jeunesse congolaise qui a pris ses responsabilités à main nue, qui a défendu la nation et qui a empêché le pays de tomber. Donc, qui l'aurait cru? Ça prouve qu'en nous, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir nous défendre, pour pouvoir aller de l'avant. J'ai failli dire qu'il y a des warriors en nous, mais bon, je me retiens. Ça va mettre de côté les Gaulois. Mais vas-y, dis. Pourquoi pas les Maïmaï? Ils nous ont défendus. Pourquoi on doit prendre ce nom-là? Voilà, ils ont défendu clairement notre pays, mais on néglige ce nom-là. Voilà, les Maïmaï. Pourquoi pas Maïmaï? Pourquoi Gaulois et warriors? On pourrait être des Maïmaï. D'autant plus que j'en parle dans mon livre. Hein. J'explique l'étymologie et d'où ça vient. Absolument. On va parler de ton livre avec beaucoup plus de détails. En tout cas, merci beaucoup, Eric, d'avoir participé. Merci à M. André Kanza. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi jusqu'à présent. Ce n'est rien qu'une première. On aura plusieurs volets comme ça. On va parler de la géopolitique, de l'impact de la géopolitique, même des changements qui se font en Afrique, sur nos vies du quotidien, particulièrement le Congo et même l'Afrique, le dynamisme et tout ce qui suit. Certaines conversations fâchent. Elles peuvent être dures. Elles peuvent paraître critiques. Elles peuvent paraître condescendantes. C'est quoi le mot? Condescendante, je crois. Condescendante. Voilà. Mais je pense qu'il est important, à ce stage du 21e siècle, d'avoir ces conversations. C'est ça qui va nous pousser d'aller de l'avant, de pouvoir avoir une vision périphérique à 360 degrés pour pouvoir comprendre les vrais enjeux où nous situons. Comme on a dit, les États, les nations n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Et maintenant, afin d'obtenir une forme de win-win situation, bien gagnant-gagnant, il faut savoir d'abord, 1, qui on est, et 2, s'organiser, et 3, le faire ensemble. Merci beaucoup, en tout cas. Paix et prospérité à tout le monde.